Et bienvenue dans mes comptes rendus de lecture. Ce mois-ci, je vais vous présenter un nouveau livre qui est issu de ma bibliothèque, qui est assez synthétique, assez simple à lire et qui est assez important à connaître, du moins en ce qui concerne l'histoire, et l'histoire de la France, et même l'histoire de l'esclavage. C'est un livre qui se propose de remettre en cause certaines idées reçues sur le Code noir. Et le livre en question, intitulé Le Code noir, est édité dans une maison d'édition qui s'est fait une spécialité de combattre les idées reçues, une maison d'édition qui a pour ligne éditoriale de rompre avec tout dogmatisme. Et d'autres sujets sont abordés, mais celui-ci est particulièrement intéressant, les idées reçues que l'on peut trouver sur le Code noir. Ce livre a été rédigé par Jean-François Niort, avec le soutien du Conseil général de Guadeloupe, avec le soutien du Comité de la mémoire pour l'esclavage, du CNRS. Et il se propose donc d'étudier un sujet hautement polémique, hautement brûlant, puisque même si on en parle moins, c'est vrai, de nos jours, l'actualité quand même plus ou moins récente a fait ressurgir le spectre du Code noir, puisque ce Code noir est devenu, comme le dit l'auteur lui-même, un objet politique. Ce Code noir est devenu un objet politique, identitaire, communautaire, pour, pour hanter, si vous voulez, la mémoire de l'Occident et la culpabilité de l'Occident à jamais coupable d'un crime contre l'humanité, du crime contre l'humanité qui a été sanctionné par la loi Taubira en 2001. Oui, l'actualité récente a été bouleversée, plus ou moins récente, je disais, par le Code noir, puisque vous avez eu des boycotts des 400 ans de la mort de Colbert, puisque Colbert est identifié comme le promoteur, le rédacteur, le cerveau du Code noir. Et vous avez eu aussi d'autres pétitions qui suivaient et qui ont suivi de près la vague de Black Lives Matter, qui voulait déboulonner la statue de Colbert placée devant l'Assemblée nationale. Et donc on a eu toute une envolée de polémiques autour de Colbert, de son histoire et de ses commémorations. Et toutes ces polémiques étaient centrées sur une chose, sur une idée phare, le Code noir, et surtout les idées reçues que ces défenseurs de la cause noire se faisaient du Code noir, parce que bien entendu, pour la plupart, ils ne faisaient que relayer des idées reçues sur le Code noir sans l'avoir étudié dans le détail. Ils faisaient, et c'est bien normal, beaucoup de gens le font, un raccourci simplificateur de ce que pouvait être le Code noir. Eh bien, des idées reçues, Jean-François Niort en passe 8 en revue. 8 idées reçues. Et d'abord, la préface qui est rédigée par Jean-Marc Morini, un autre spécialiste de l'esclavage et de l'histoire de l'esclavage, est assez éclairante sur le malentendu aussi, enfin une sorte de malentendu qui a pu se créer autour du Code noir. On a fait un crime à Louis XIV et donc non pas à Colbert, qui a certes préparé le texte, mais à son fils d'avoir rédigé, signé un code qui
devait réduire ou qui réduisait les Noirs à un bien meuble, les esclaves à un bien meuble. Mais on a oublié que la France a été le seul État à légiférer sur ce point et que les autres États colonisateurs et esclavagistes comme l'Angleterre n'avaient pris aucune mesure d'ordre public d'administration politique auprès de leurs colons anglais qui eux faisaient ce qui leur semblait bon de leurs esclaves et n'avaient aucun cadre juridique pour pratiquer l'esclavage et pouvaient vraiment faire ce qui bon leur semblait de leurs esclaves. Et le début du livre le dit bien, non pas par une phrase qui est sortie de l'esprit d'un des historiens contemporains, mais par une citation d'Adam Smith, le célèbre économiste anglais, qui a lui-même étudié l'esclavage, puisque l'esclavage faisait partie du système économique de l'époque, au XVIIIe siècle, et qui en a tiré cette conclusion, c'est que là où la loi règne, disait Adam Smith, la loi, sous-entendu le code noir français, l'esclave bénéficie d'une protection minimale. Et je reprends la citation, Adam Smith ajoute, alors que là où la libre volonté du maître est le régulateur de l'ordre esclavagiste, le sort de l'esclave est terrible. Il continue. La nature du gouvernement des îles françaises y amène naturellement un meilleur régime à l'égard des Noirs esclaves. La loi, en tant qu'elle peut donner à l'esclave quelque faible protection contre la violence du maître, sera mieux exécutée dans une colonie où le gouvernement est en grande partie arbitraire que dans une autre où il est totalement libre. Dans un pays où est établie la malheureuse loi de l'esclavage, quand un magistrat veut protéger l'esclavage, il s'immisce jusqu'à un certain point dans le régime de la propriété privée du maître. Et dans un pays libre où le maître est peut-être un membre de l'Assemblée coloniale ou un électeur des membres de cette Assemblée, il n'osera le faire qu'avec la plus grande réserve et la plus grande circonspection. Ce qui est le cas d'Angleterre. Il continue. Mais dans un pays où le gouvernement est en grande partie arbitraire, sous-entendu la France, où il est ordinaire que le magistrat intervienne dans le régime même des propriétés particulières des individus, il est bien plus aisé pour lui de donner à l'esclave quelque protection. Tiré donc du livre Sur la nature et les causes de la richesse des nations, l'œuvre la plus célèbre d'Adam Smith en 1776, donc au plus fort de l'industrie esclavagiste, de l'économie esclavagiste, puisque c'est le XVIIIe siècle qui va être le siècle de l'acmé de l'esclavage, de la massification de l'esclavage et de l'esclavage comme rente financière de poids dans l'économie du XVIIIe siècle. Ouais. Et ce n'est pas sans raison qu'un des pères de l'économie moderne, Adam Smith, ait parlé et consacré un chapitre ou plusieurs paragraphes à la question de l'esclavage qui faisait partie du système économique de l'époque. Et ce constat d'Adam Smith sur le code noir, eh bien, il est partagé par l'image d'illustration qui a été choisie par Jean-François Niort pour ce livre, qui est une image qui date, eh bien, qui est quasiment contemporaine aux écrits d'Adam Smith, puisque c'est une gravure de Moreau le Jeune qui date de 1773, donc 3 ans avant la rédaction de l'origine des richesses des nations d'Adam Smith, et qui dépeint le code noir, je vous mettrai peut-être l'image en grand, qui dépeint le code noir comme une avancée humaniste, car l'on voit un esclave noir, se saisir du fameux code noir, et se dessaisir des chaînes qui le maintenaient, qui le contraignaient. Et l'image veut faire montrer que le code noir adoucit, c'est ce que veut dire cette image du XVIIIe siècle, que pour les gens du XVIIIe siècle, le code noir adoucit la condition de l'esclave.
Et donc, oui. Et ça, cette donnée-là, c'est une image fausse, bien entendu. C'est une image de propagande, si vous voulez, avant l'époque. Mais il y a des éléments du Code noir que personne ne connaît, puisque la seule chose qu'on a retenue du Code noir, c'est la condition l'homme, l'article 44 de l'homme qui serait réduit à l'état d'un bien meuble. Eh bien, il y a dans ce Code noir, comme le dit Adam Smith, une protection minimale de l'esclave qui a été instaurée et qui faisait la différence entre le traitement des esclaves qui travaillaient pour le compte de la France et de ceux qui travaillait pour le compte de l'autre grande puissance colonisatrice de l'époque, l'Angleterre. Donc le livre de Jean-François Niort, spécialiste de l'esclavage et aussi du droit de l'esclavage et du Code noir, tout particulièrement du Code noir, n'est pas structuré en grande partie comme lors d'une grande dissertation sur un sujet, mais il suit le format. Il suit le format imposé par la maison d'édition, c'est-à-dire le format des idées reçues. Ce format des idées reçues lui impose donc de lister plusieurs idées reçues, de les énoncer et d'y répondre en les contestant. Donc les idées reçues, ce sont de fausses idées, et en y apportant sa justification. Donc Jean-François Niort a trouvé 8 idées reçues sur le Code noir. D'abord, première idée reçue, le Code noir a été écrit par Colbert. Beaucoup pensent que le Code noir a été écrit par Colbert et que c'est Colbert qui en est l'auteur principal et le cerveau. Et ce qui a provoqué une vague de boycott contre la mémoire de Jean-Baptiste Colbert, une vague de polémique pour déboulonner sa statue devant l'Assemblée nationale. Et cette polémique est un malentendu, puisque Jean-François Niort rappelle que le Code noir n'a pas été écrit par Colbert, que le Code noir, dans la finalisation de sa rédaction, a été écrit plutôt par le fils de Colbert, et que le Code noir, qui s'appelle en réalité, mais ça c'est l'autre idée reçue, l'édit de mars 1685, dans sa première version, a été signé par le fils de Colbert 2 ans après la mort de Colbert, en 1685. Par contre, Colbert, il est vrai, a été à l'origine d'une enquête sur ce qui se passait à l'égard des Noirs dans les colonies françaises, dans les îles à sucre françaises. C'est pour cette raison qu'il va demander au gouverneur général des îles d'Amérique, qui réside en Martinique, l'intendant Patulé, un état des lieux sur la condition des esclaves dans les colonies françaises. Cet état des lieux, il va le demander par une lettre datée du 30 avril 1681, où il va parler au nom du roi, et où il va, en utilisant les formes de l'époque, demander à Patulé une mission, d'écrire un état des lieux, des règles informelles et officieuses qui s'appliquaient aux esclaves à l'époque. Que dit cette lettre ? Sa Majesté a déjà fait savoir à l'intendant Patulé qu'il devait travailler à s'instruire parfaitement de tout ce qui concerne la justice distributive à rendre à ses sujets. Mais comme elle voit dans ses dépêches et dans celle du sieur de Blénac quelques articles qui regardent les Noirs, et qu'il n'y a dans ce royaume aucune ordonnance ou coutume qui parle des esclaves, elle veut qu'il examine avec soin les arrêts et règlements qui ont été donnés par les conseils souverains sur cette matière, qu'il examine avec le sieur de Blénac,
et les principaux des conseillers et des habitants des îles tout ce qu'il y aurait à faire sur cette matière. Qu'il en dresse des mémoires exactes, afin qu'elle puisse établir les défenses, injonctions et tout ce qui concerne la conservation, police et jugement de ces sortes de gens, pour en faire une ordonnance telle que cette jurisprudence puisse être établie sur l'autorité de Sa Majesté. Et d'autant plus que cette matière est nouvelle et inconnue dans le royaume, d'autant plus doit-il s'appliquer à la bien pénétrer. Mémoire du roi à l'intendant Patoulet, donc qui a été rédigé par Colbert, qui était le ministre, aussi le secrétaire d'État aux colonies à cette époque, et qui a donc fait cette demande à Patoulet. Patoulet a ensuite renvoyé un mémoire l'année suivante, en 1682, et son successeur, Bégan, intendant en Martinique, qui est le intendant du gouvernement général des îles d'Amérique situé en Martinique, a lui aussi envoyé un autre mémoire sur le même sujet en 1683, année de la mort de Colbert, et c'est 2 ans après que ce code noir a été mis en forme, non pas par Colbert, mais par son fils et successeur, Colbert de Seignelay. Donc, quand on dit que c'est Jean-Baptiste Colbert lui-même qui a pensé, rédigé et écrit et ajouté la note finale au code noir, c'est une idée reçue fausse, mais Colbert a joué un rôle en amont de la rédaction du code noir, c'est vrai, mais il n'en est pas l'auteur. La deuxième idée reçue de ce livre, c'est le code noir. Donc c'est une idée reçue qui est ensuite contestée. Le code noir est le véritable nom de l'édit de mars 1685. Autre chose utile à savoir, le code noir est un nom qui a été donné a posteriori à ces lois qui réglementaient l'esclavage dans les colonies françaises. Et ces lois qui ont connu leur toute première version par l'édit de mars de 1685, signé à Versailles par le roi Louis XIV et par le fils de Colbert. Donc en réalité, la première version de ces lois qui s'appliquaient à l'esclavage dans les colonies et qui donnait un cadre légal et plus ou moins protecteur pour les esclaves à l'esclavage dans les colonies françaises, eh bien, il est nommé dans les archives sous le nom d'édit de mars 1685. Le code noir, lui, ce nom a ensuite été apposé à l'extension de ces lois sur l'esclavage aux autres îles et aux autres colonies françaises, car cet édit de mars 1685 ne concernait au départ que les îles de Martinique, de Guadeloupe, de Saint-Christophe, et donc quelques îles à sucre dont le potentiel économique était fort et qui étaient à leur commencement dans leur développement économique et dans le développement économique de leur industrie sucrière. Bien, cet édit de mars 1685 a ensuite été étendu à partir de 1686 à d'autres colonies françaises, et il a ensuite été étendu sous le règne de Louis XV, au début du règne personnel de Louis XV, aux Mascareignes, c'est-à-dire aux îles françaises de l'océan Indien, et à la Louisiane, en 1724, 1723 aux îles de l'océan Indien et 1724 à la Louisiane. Et c'est sous le règne de Louis XV qu'a été appliqué à ce corpus juridique le nom de Code noir. En réalité, le nom de Code noir englobe toutes les versions multiples et variées des règles juridiques et législatives qui encadraient le commerce des esclaves noirs dans les colonies françaises, et ces versions-là pouvaient être très différentes entre elles. L'auteur a choisi de présenter l'édit de mars 1685 comme le premier texte, comme le texte le plus fidèle, et c'est pour cette raison que dans ce livre,
que vous avez aux éditions Cavalier Bleu, c'est le texte le plus proche de l'original qui est publié. C'est le texte qui vient et qui émane de l'autorité de Louis XIV qui est présent dans ce livre, l'édit de mars 1185. Mais le Code noir, c'est l'ensemble des textes confondus en rapport avec l'esclavage qui vont de la fin du règne de Louis XIV jusqu'au roi Louis-Philippe Ier. Puisque l'esclavage en France a connu son terme en 1848, comme vous le savez. Autre idée reçue, le Code noir existe en une seule version. Eh bien, je viens de la traiter. C'était une autre idée reçue. Non, il y a plein de versions, comme je l'ai dit, et en fonction des colonies, il y a des règles différentes qui s'appliquent, des amendes et des peines différentes qui s'y appliquent. Quatrième, le Code noir ne concerne que les esclaves, et non, le Code noir ne concerne pas que les esclaves, puisque le Code noir a une portée, et ça peut paraître étrange et paradoxal. Le Code noir a une portée avant tout religieuse. Nous sommes en mars 1685, quelques mois avant la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, quelques mois avant l'édit de Fontainebleau d'octobre 1685, qui interdit le culte réformé en France. Le Code noir ne concerne pas que les esclaves. Il concerne donc les personnes qui sont en dehors du culte catholique. Et le premier article du Code noir est un article religieux qui étend un édit du 23 avril 1615 qui chassait les Juifs du royaume de France. Et donc, le préalable à l'évangélisation des îles voulue par Louis XIV, qui était entouré à ce moment-là d'un parti dévot, et qui le faisait sous la pression des jésuites, c'était dans ce Code noir de chasser les Juifs des îles à sucre de France, et ensuite d'imposer le baptême, le repos dominical et l'enseignement catholique à tous les esclaves noirs, ce qui faisait qu'on élevait les esclaves au rang de chrétiens, pourvus de la même dignité que leur maître, de baptiser, et on permettait, dans les premiers articles de ce Code noir, aux esclaves de se marier. Alors, si le Code noir a repris en très grande partie les pratiques antérieures et les règles officieuses qui s'appliquaient déjà dans les colonies, les 3 premiers articles, eux, n'ont rien à voir avec ce qui se faisait dans les colonies. Ils ont été imposés, ces 3 premiers articles, par le pouvoir central, par Louis XIV, pour évangéliser les îles et pour imposer aux maîtres le baptême des esclaves. Et ce baptême induisait et conduisait les esclaves à avoir un peu plus de droits qu'ils n'en avaient, par exemple à être vêtis correctement, à être traités plus ou moins dignement, mais aussi et surtout à obtenir un jour de repos par semaine, le repos dominical, mais pas seulement. Toutes les fêtes saintes devaient être chômées par les esclaves, donc ils avaient, avec le Code noir, plusieurs jours de repos dans l'année, quand avant il n'y en avait aucun, pour ainsi dire, qui comprenait au moins une fois par semaine le dimanche, le repos dominical, et toutes les fêtes religieuses, et Dieu sait qu'il y en avait beaucoup de ces fêtes religieuses chômées, à l'époque de Louis XIV, en tout cas beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc voilà, l'article 1er, que dit-il et pourquoi il a une vertu religieuse? Eh bien, les 3 premiers articles ont une vertu religieuse, je vais vous les lire. Article 1er. Voulons que l'édit du feu roi de glorieuse mémoire, notre très honoré Seigneur et Père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles. Ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser de nos dites îles tous les Juifs qui ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du non-chrétien, nous commandons d'en sortir dans 3 mois, à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens. Article 2.
Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des Noirs nouvellement arrivés d'en avertir dans 8 ans au plus tard les gouverneurs et intendants des dites îles, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable. Article 3. Interdisons tout exercice public d'autres religions que de la catholique, apostolique et romaine. Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissant à nos commandements. Défendons toute assemblée pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine qui aura lieu même contre le maître qui les permettront ou souffriront à l'égard de leurs esclaves. Donc vous voyez, cet article 3 prend de l'avance sur la révocation de l'édit de Nantes, prend de l'avance donc sur l'édit de Fontainebleau, en interdisant d'abord dans les îles, et premièrement dans les îles, le culte protestant, qui est toléré en métropole, qui est encore toléré pour quelques mois encore en métropole. L'édit de mars 1685 est annonciateur de l'édit de Fontainebleau, et il a une portée religieuse. C'est les édits que Louis XIV prend, ça fait partie des séries d'édits que Louis XIV prend sous la pression du parti des Vaux et des Jésuites, et qui s'inscrivent dans le durcissement religieux, dans le durcissement de la politique religieuse de Louis XIV. Et donc le reste des articles, eux, sont plutôt repris de ce qui se faisait déjà avant, mais tout est contenu hiérarchiquement dans les trois premiers articles qui s'appliquent unilatéralement et sans consultation préalable, parce qu'il n'était pas de question de ça dans les mémoires qui ont été envoyés sur la question en 1682-1683 aux colonies. C'est le premier soin du roi et sa première volonté, c'est d'imposer la foi chrétienne, et même à tous les esclaves, d'évangéliser, d'instruire les esclaves. Et cela, dans d'autres articles, eh bien, ça induit plein d'obligations à respecter pour les maîtres, pour préserver la dignité de personnes qui étaient esclaves, mais qui sont désormais des chrétiens et qui ont le droit à un minimum de considération. Donc oui, le Code noir ne concerne pas que les esclaves, il concerne l'aspect religieux, il concerne les juifs qui sont chassés des îles, il concerne les protestants qui ont désormais l'interdiction de pratiquer leur foi dans les îles à sucre, et il concerne le baptême des esclaves. Le Code noir, autre idée reçue, fait de l'esclave une chose. Alors oui, c'est le fameux article 44 que je peux lire, et qui est le seul article qui est retenu par le grand public quand on parle du Code noir. Mais quand on fait du Code noir, quand on veut faire du Code noir un objet politique, eh bien c'est ce fameux article, déclarons les esclaves, article 44, déclarons les esclaves être meubles, et comme tels, entrer dans la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également. En gros, la phrase qui est retenue, c'est le premier énoncé de cet article 44, déclarons les esclaves être meubles. Déclarons les esclaves être meubles. Et là, il y a une certaine incohérence, une incongruité juridique, puisque beaucoup d'articles contrebalancent la chosification de l'esclave. D'abord le baptême, l'article qui lui impose le baptême contrebalance. Le fait que l'esclave, dans le Code noir, je ne sais plus quel article, a le droit de se défendre devant une cour pénale, il a le droit de parler, de prendre la parole et d'assumer sa défense. Toutes ces choses qui font que l'esclave ne peut pas, en toute conscience, être considéré comme un objet et vraiment considéré comme un homme, et pas comme un bien meuble, sinon on ne lui accorderait pas la parole, on ne lui imposerait pas un jury public pour le juger. Non. Il a d'autres articles montrent que ce terme de bien meuble s'applique mal
à l'esclave, qui est dans les autres articles, dont la condition humaine dans les autres articles est soulignée. En fait, ce code noir est héritier des lois romaines sur l'esclavage. Et les lois romaines sur l'esclavage, il est indissociablement lié au droit romain, ce code noir. Et le droit romain n'a jamais considéré l'esclave comme un objet. Puisque l'auteur le rappelle, rappelle dans son ouvrage qu'un célèbre juriste romain, du nom de Gaius, a écrit dans ses institutions, dans ses institutes, que les esclaves sont considérés comme des humains non libres. Et dans ces institutes qui parlaient des corps, des biens et des personnes, eh bien, il a classé ce juriste romain de l'époque d'Adrien et de Marc Aurèle, il a classé les esclaves dans la catégorie des humains, des personnes, mais il les a juste simplement qualifiés d'humains non libres, qui ont la possibilité de se racheter et de devenir des humains libres. Et en effet, dans le code noir, ces esclaves, dont il est dit qu'ils sont considérés comme des meubles, comme des êtres meubles parce qu'ils font l'objet d'un commerce et d'une économie, ces esclaves, il est bien dit qu'ils peuvent se racheter et, tout comme au temps des Romains, être affranchis. Et donc il y a plusieurs cas d'affranchissement dans le code noir. Il y a plusieurs voies qui permettent aux esclaves noirs de se faire affranchir par leur maître, de devenir même des responsables testamentaires, de parler au nom de leur maître et de recevoir plusieurs délégations au nom de leur maître. Dans la première version du code noir, les esclaves pouvaient même se marier avec leur maître, et avec le mariage pouvaient accéder sans payer quoi que ce soit à l'affranchissement. Par la suite, d'autres versions du code noir, notamment sous Louis XV, vont interdire les mariages mixtes et les mariages entre les esclaves et les maîtres. Mais cette première version, qui fait l'objet de ce livre, autorise formellement les mariages entre maîtres et esclaves. Et sur le cas des affranchis, le code noir est moins dur que le code romain, puisque le code romain imposait une déférence absolue aux affranchis vis-à-vis des maîtres qui leur avaient accordé l'affranchissement. C'est ce qu'on appelait l'obsequium. Cet obsequium existe dans le code noir. Il est demandé aux esclaves un certain respect vis-à-vis de leurs anciens maîtres, mais il ne va pas aussi loin que l'obsequium romain qui touchait les affranchis dans l'Antiquité. Donc voilà tout le paradoxe de cette phrase qui a fait tant couler d'encre et qui a été mis sur le pinacle par le livre de Louis Salamolin, Le Code Noir ou l'Enfer de Canaan, et qui a été la phrase clé de ce livre célèbre dans les années 80 qui a vraiment remis sur le devant de l'actualité le code noir et peut-être aussi alimenter des idées reçues sur le code noir. Autre idée reçue, le code noir fait... l'esclave dans le code noir n'a pas de personnalité juridique. On vient de le dire et de l'expliciter. Il a une personnalité juridique. Il peut témoigner et prendre part à la justice. Il peut être défendu aussi contre les crimes de son maître. Le code noir lui permet une défense minimale. Donc bien entendu, le code noir donne... pas implicitement, plutôt, pas officiellement. Il donne implicitement une personnalité juridique, puisque ce qu'il permet aux esclaves de faire donne de toute façon implicitement une personnalité juridique aux esclaves, mais l'esclave est vraiment pourvu d'un état civil. L'esclave en France sera vraiment pourvu d'un état civil dans les colonies françaises qu'à partir du 4 août 1833, par une ordonnance de Louis-Philippe qui va donner un état civil à l'esclave. Autre idée reçue, le code noir autorise le maître à mettre à mort son esclave.
le code noir autorise le maître à mettre à mort son esclave. C'est faux. C'est sans doute vrai pour les colonies anglaises, qui n'avaient pas de législation et de règles en la matière, mais c'est faux pour ce qui est de la France, puisque le code noir, c'est une formule du livre, je dis très bien, c'est le roi, ou c'est l'État, qui s'interpose entre le maître et l'esclave. Le code noir, symboliquement, c'est l'État qui s'interpose entre le maître esclavagiste et son esclave, c'est-à-dire que c'est l'État qui s'approprie la violence légitime, entre guillemets, si on veut reprendre les mots de Max Weber, et qui est le seul capable, qui est le seul autorisé à torturer et à tuer l'esclave. C'est l'État qui est le seul autorisé à mettre à mort les esclaves. Donc avec le code noir, qui d'ailleurs, pour le fait que ça embêtait un peu les maîtres, bon, il a été contesté et remis en question et combattu par les maîtres esclavagistes. Le code noir, il a enlevé au maître le pouvoir de mettre à mort son esclave. Le code noir a réellement enlevé au maître le pouvoir de mettre à mort son esclave. L'esclave ne peut être mis à mort à partir des premières lois de l'édit de mars 1685 que par l'autorité royale, que après un jugement. Et jamais du fait du bon plaisir du maître. Jamais, jamais, jamais. Donc de dire en idée reçue que ce code noir autoriserait le maître à mettre à mort son esclave, c'est plutôt l'inverse. Le code noir a interdit au maître de mettre à mort son esclave et a réservé cet acte à l'état royal, donc au juge. Le maître a seulement le droit, et il est dit dans le code noir, de battre son esclave sans aller jusqu'à la torture. Donc de le corriger. Mais à partir du moment où s'applique une torture ou une mutilation, le maître est coupable et sujet à des poursuites pénales et peut perdre son bien, subir des amendes, se faire confisquer la charge de ses esclaves. Donc le maître ne peut que donner des corrections entre guillemets, comme il peut en donner à ses enfants vis-à-vis de ses esclaves, mais pour ce qui est de la mutilation et de la mise à mort et de la torture, c'est l'État qui s'en réserve le droit. Et l'État souvent n'ira pas jusque-là et adoucira les peines, même s'il y a eu des cas. Voilà. Donc non, le code noir enlève la possibilité aux maîtres esclavagistes qui l'avaient encore, par exemple dans les colonies anglaises, de mettre à mort l'esclave. Dernière idée reçue du livre, le code noir est resté en vigueur dans sa version initiale jusqu'en 1848, et pas du tout, et on l'a déjà dit. Le code noir a été on va dire hiérarchie dans son premier jet. On n'a jamais d'ailleurs retrouvé l'édition originale du code noir, enfin de l'édit de mars 1685 signé à Versailles. Mais toutes les règles encadrant le code noir ont évolué, étaient différentes entre elles, et n'ont cessé d'évoluer. D'abord, ça a été dans le sens d'un durcissement au XVIIIe siècle, quand l'économie esclavagiste est vraiment devenue un maillon incontournable de l'économie mondiale, pendant le siècle des Lumières. Puis ensuite, il s'est adouci progressivement au XIXe siècle, après que Napoléon l'ait rétabli. Et il s'est considérablement adouci à partir de la monarchie de Juillet, avec Louis-Philippe, qui a petit à petit donné un état civil aux esclaves, qui leur a permis de posséder, d'acheter des biens et d'hériter, qui leur a permis beaucoup plus facilement de racheter leur liberté, et qui a ensuite imposé beaucoup de restrictions aux maîtres. C'est les dernières lois qui ont donner encore plus de droits aux esclaves, ça a été la loi Mako, à la fin de la monarchie de Juillet, qui donnait la possibilité aux esclaves de vivre presque comme des hommes libres. Et ça a aussi été en 1833, l'année 1833,
la suppression des peines de mutilation. L'année 1833 est importante aussi parce que c'est l'année qui a vu l'Angleterre abolir l'esclavage avant la France. Et la France a suivi, la France de Louis Philippe a suivi cette atténuation des règles vis-à-vis des esclaves. Donc voilà, le livre, il est fondamental, ce livre-là, ce petit livre-là qui combat des idées reçues sur le Code noir, il est fondamental quand l'on veut savoir de quoi l'on parle quand l'on parle du Code noir. Pour le remettre en contexte, ce Code noir, pour ne pas, c'est pas pour nier sa, entre guillemets, son inhumanité. C'est pour remettre, comme chaque historien doit le faire, en contexte la valeur d'un texte qui ne peut que se comprendre à l'aune de son époque. On ne peut pas juger ou condamner toute une société sans comprendre l'époque dans laquelle elle s'inscrivait. Et quand il y a eu des débats, quand il y a eu cette loi Taubira qui pénalisait toutes les œuvres d'historiens qui pouvaient aller contre le crime de l'humanité concernant l'Europe vis-à-vis de l'esclave, on avait eu un historien qui avait écrit une grande synthèse sur l'esclavage et l'histoire de l'esclavage, qui ne concernait pas seulement l'Europe, mais qui concernait aussi les traites arabo-musulmanes et les traites interafricaines, et qui avait été inquiété en 2006 par la justice et par la loi Taubira. À ce moment-là, beaucoup d'historiens s'étaient levés, avaient soutenu le collègue historien attaqué, et avait condamné les lois mémorielles qui pouvaient appliquer une certaine censure sur des travaux objectifs d'historiens qui ne font que leur métier d'historien, puisque l'historien n'a pas de dogme, l'historien n'a pas d'interdit, l'historien cherche à dire la vérité. Et c'est et au sujet du Code noir, Pierre Vidal-Naquet, qui est un grand helléniste, grand historien de l'Antiquité grecque, avait dit que la loi Taubira pouvait en certains sens être absurde, en prenant cette comparaison, en disant est-ce que les Grecs vont condamner les Hellènes, les Grecs d'aujourd'hui vont-ils condamner les Hellènes et les Grecs anciens et toute leur culture parce qu'ils ont pratiqué l'esclavage, parce qu'ils ont pratiqué l'esclavage dans l'Antiquité. Donc voilà, les crimes contre l'humanité, la notion de crime contre l'humanité qui s'est développée après les guerres d'ex-Yougoslavie a été appliquée de façon peut-être pas tout à fait correcte à l'histoire et à un sujet historique. Un sujet qui est quand même inscrit dans le cadre historique, et il paraissait surprenant aux historiens qu'on puisse appliquer cette notion de crime contre l'humanité à une matière qui est devenue toute historique. Donc je vous conseille de vous forger votre propre opinion, de lire ce petit livre des idées reçues pour savoir de quoi vous parlez quand vous voulez parler par exemple d'une partie de notre histoire et de l'histoire européenne moderne, de ce petit livre de 110 pages adoubé par le Conseil général de Guadeloupe et par la mémoire de l'esclavage du CNRS, un livre objectif, pas polémique, et qui ne fait pas du Code noir ou de l'édit de mars 1685 un objet politique.